Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui avec David Shapira et nous avons l'intention de faire une revue de presse un peu particulière. Nous allons certainement débattre sur un des points essentiels qui fait la une de la plupart des médias depuis 48 heures, la libération des otages. Comment est-elle vécue actuellement à la Knesset? Qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, David Shapira va nous éclairer sur ce point qui est crucial pour cette victoire qu'on espère, parce que selon certains, il ne peut pas y avoir de victoire complète sans la libération des otages. David Shapira, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Claudine. Oui, en effet, ce qui remue l'actualité depuis les dernières 48 heures, c'est plutôt le combat, les manifestations quasi violentes d'ailleurs, que mènent les familles des otages en vue de la libération des otages. Vous avez raison de le rappeler, ça fait partie d'un des objectifs, je dirais, principaux de cette guerre, de ramener les otages. Toutefois, Claudine, et depuis le début de cette guerre, depuis l'enclenchement de cette guerre, il va de soi que nous sommes confrontés à deux objectifs qui sont contradictoires, qui ne se rejoignent pas. D'effacer, ou plutôt de démanteler l'infrastructure du Hamas, et d'un autre côté, de libérer les otages. Or, le Hamas est une organisation cruelle, barbare, sauvage, mais pas idiote. Et elle comprend très bien que si elle libère, je dirais, les otages, eh bien, c'en est fait pour elle. Et donc, c'est, je dirais, sa dernière carte. Elle ne libérera pas les otages si elle n'est pas sûre de soit pouvoir reprendre un certain pouvoir, une certaine influence dans la bande de Gaza. Et ça, on peut en parler. Quelle influence peut avoir le Hamas? D'ailleurs, même le Hamas en parle. Demain, si Tsahal quitte la bande de Gaza, ou bien, dans un cas hypothétique, ça on n'en parle pas, négocier l'expulsion collective de la direction du Hamas dans un pays tiers comme la Turquie ou bien le Qatar. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la libération des otages semble très très lointaine, et nous sommes témoins d'une tragédie. Je dis une tragédie parce que, froidement, quand on analyse les choses, on comprend très bien qu'on ne peut pas gagner le Hamas et peut-être libérer les otages en même temps. C'est impossible. Et depuis le début de la guerre, et c'est extrêmement, je dirais, cruel, encore une fois, ce que je vais dire, mais faut-il sacrifier la guerre pour sauver 136 otages, dont une trentaine sont sûrement déjà décédés? C'est-à-dire, faut-il renoncer à des objectifs qui sont des objectifs majeurs? N'oubliez pas, je voudrais juste rappeler quand même à nos auditeurs que le 8 octobre et le 9 octobre, c'est-à-dire le surlendemain, le 7, 8, 9 octobre, le Hamas avait dit qu'il y aurait d'autres 7 octobre. Il y aurait d'autres attaques. C'est-à-dire que nous sommes conscients, nous, en Israël, que si nous ne mettons pas fin aux velléités, aux aspirations du Hamas, le Hamas recommencera ses actions barbares en violant, tuant, massacrant et mutilant nos citoyens israéliens. Donc, si vous voulez, on est en fait en train de mentir, de nous mentir. On nous ment. C'est peut-être, encore une fois, horrible ce que je vais dire, et affreux. Et il me semble, à ma petite échelle d'historien, qu'il ne sera pas possible de sauver les otages si on veut gagner la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors on sauve les otages et on perd la guerre. C'est le dilemme. On ne peut pas mentir. Je ne sais pas si Netanyahou et le ministre de la Défense et d'autres ministres n'auraient pas dû prévenir les familles d'otages qu'il y a peu d'espoir de les retrouver vivants. Vous savez, je prends l'exemple de Winston Churchill au début de la guerre. Il a fait un discours et il a dit aux Anglais au début de la guerre: je vous promets du sang, des larmes et de la sueur. Tout à fait. Vous vous rappelez? Bien sûr. On n'a pas de Churchill aujourd'hui. Bien que ce soit un héros de Netanyahou. Vous savez que Benjamin Netanyahou, dans sa bibliothèque, a pas mal de biographies de Churchill. Il est inspirant selon lui. Et si vous voulez, on est encore une fois face à deux objectifs qui sont tous les deux ensemble irréalisables. Ils ne se mélangent pas comme le lait et la viande, et comme le lin et la laine. Et comme l'huile et l'eau. Exactement. Alors, j'ai une question tout de même, parce que, très bien, le 7 octobre, on a vu ce qui s'est passé. Le 8 octobre, le déclenchement de la guerre. En réalité, qu'est-ce qu'espérait le Hamas? Parce que nous savons ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que veut exactement le Hamas? Le Hamas, c'est clair ce qu'il espérait.
Il espérait tout d'abord une intervention beaucoup plus musclée du Hezbollah, c'est-à-dire qu'il espérait que le Hezbollah ne tire pas quelques salves par jour, mais plutôt rentre en guerre avec son arsenal de 150 missiles et 50 000 hommes armés. Il espérait également qu'en Judée-Samarie, c'est-à-dire dans les territoires autonomes palestiniens, la population se révolte et en masse se rue vers les barrages de soldats, vers le mur qui sépare les territoires de Judée-Samarie à Israël. Il espérait également que les Arabes israéliens se révolteraient. Il espérait aussi que l'Iran appuierait peut-être un peu plus. Vous voyez, par exemple, comment aurait-on imaginer que les Houthis qui se trouvent à 1600 km nous envoient des missiles en direction d'Elat. Incroyable. Donc vous voyez, le Hamas espérait que ce ne soit pas seulement les Houthis qui nous envoient des missiles, et le Hezbollah, mais pas encore une fois, quelques tirs qui sont des tirs symboliques par rapport au potentiel, le potentiel que peut réaliser le Hezbollah. Donc c'était, si vous voulez, son but, et arriver, si vous voulez, à ramener toute la cause arabe en guerre contre Israël, et qu'Israël négocie un cessez-le-feu général, y compris avec le Hamas, et que le Hamas reste au pouvoir et continue à gérer la bande de Gaza comme si le 7 octobre n'était pas arrivé. Or aujourd'hui, la situation, si vous me posez, vous allez me poser la question maintenant. Alors, le Hamas se pose des questions aujourd'hui très intéressantes, à savoir que si demain, par exemple, dans un scénario où il libère les otages et qu'il décide, si vous voulez, de quitter le pouvoir, dans quelle mesure le Hamas peut continuer à gouverner dans la bande de Gaza. Bon, il faut d'abord savoir une chose, 70 à 80% de la bande de Gaza est détruite. Les infrastructures sont détruites. Aucun pays arabe ne donnera de l'argent au Hamas pour reconstruire la bande de Gaza. Et ça, le Hamas le sait. Et donc le Hamas comprend, ce qui est déjà une première signe d'intelligence. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas mépriser l'aspect sous-estimé, pardon. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du Hamas parce que même si ces objectifs nous semblent dans un esprit complètement absurde, vous voyez bien qu'il y a quand même des propositions de laisser le Hamas et de normaliser nos relations avec l'Arabie Saoudite de la part de l'Amérique et des États-Unis. Tout à fait. Donc, ne sous-estimons pas nos ennemis parce que c'est en sous-estimant nos ennemis qu'il nous est arrivé le 7 octobre. Tout à fait. Voilà. Bon, alors maintenant, le Hamas comprend qu'il ne pourra pas gouverner seul pour reconstruire la bande de Gaza qui est détruite, mais qu'il faudra maintenant obtenir une large participation majoritaire de l'OLP, de l'autorité palestinienne. C'est-à-dire qu'ils resteront, d'après ce qu'ils veulent, encore une fois, ce n'est pas le scénario que le gouvernement et nous, Israéliens, souhaitons, évidemment, ils devront, si vous voulez, se coller à l'autorité palestinienne, garder une certaine autonomie à l'intérieur de l'autorité palestinienne, mais personne, aujourd'hui, ne reconstruira la bande de Gaza et donnera des fonds, si ce n'est pas à une autorité laïque, politique, qui s'engage à ce que la bande de Gaza soit administrée de façon normale et pas en construisant des tunnels et un arsenal de guerre sans fin. Alors, j'ai lu quelque part quelque chose qui m'a plutôt surprise. Le Hamas déclare ce qui s'est passé le 7 octobre, nous admettons qu'il y a eu des erreurs. Oui, le Hamas vient de sortir une brochure en anglais de 18 pages et en arabe, digne je dirais, des revues qu'aurait pu sortir Joseph Goebbels pendant la période nazie. Une revue de propagande. Évidemment, l'Occident et les pays arabes sont les premiers à tomber dessus parce que, comme vous le savez, le Hamas est une organisation tout à fait fiable. Oui. Fiable et ses propos sont toujours vérifiables et authentiques.
Vous savez, moi je me pose la question, quand ils parlent de 25 000 morts, je ne sais pas comment ils les comptent, je ne sais pas où ils les Ah, enterrent. mais oui, C'est justement. tout le monde- D'abord, est-ce qu'ils les Tout le monde prend enterrent? ces chiffres comme si c'était Oui, les oui, mêmes c'était chiffres que avec- nous publions au bien sujet sûr, des soldats bien qui sont sûr, tués. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément. Personne ne se pose la question d'où viennent ces chiffres et d'où on sait que 18 962 personnes ont été tuées, dont X enfants et femmes. On ne sait pas. On Non, sait dans pas. la, Bon, dans la mesure où c'est toujours le Hamas qui absolument. donne ces informations, Donc, bien évidemment. mais ces C'est pour ça que informations lorsqu'on sont parle de acceptées génocide, comme des sources qui sont des sources vérifiées par tout le monde. bien La sûr, brochure aussi. La brochure explique évidemment les raisons qui ont amené le Hamas à commettre le 7 octobre, tout en omettant que le Hamas avait déclaré que ce ne serait pas la dernière attaque, et estime, pour se dégager des horreurs et des massacres qu'elle a commis, que l'organisation a commis, explique qu'il y a eu quelques erreurs par-ci et par-là. Voilà. est-ce qu'ils les ont détaillés? Non, quelques erreurs, bien sûr que C'est non. tout. Ah, Voilà, d'accord. et maintenant, évidemment, la presse va reprendre, si vous voulez, cette version du Hamas et la diffuser. Tout Ça à ne change fait. pas l'aspect islamiste et complètement, je dirais, nazifiante et les intentions hégémoniques du Hamas d'implanter l'islam dans ce pays, de jeter les Juifs à la mer. Absolument. Bon, il faut Ça, aussi c'est bien rappeler de que le dire. parallèlement, puisqu'on reste dans l'actualité, Oui. que depuis quelques heures, Mhm. là, au moment où on parle, l'offensive de Tzal à Khan Younes, où se trouve je dirais, le noyau dur des dirigeants du Hamas, a pris une nouvelle ampleur, une nouvelle force. Et d'après les experts, d'ici 1 à 2 semaines, il pourrait y avoir des dénouements importants, notamment pour appeler l'élimination de têtes importantes du Hamas. Parce que c'est ce nous attendons. vous pensez réellement que les têtes du Hamas sont restées à Gaza, même dans le sud de Gaza? Absolument. Vous ne pensez pas qu'ils sont déjà partis Non. vers l'Égypte ou Non, vers le non, Qatar, non? car c'était impossible de partir vers l'Égypte au moment de la guerre. On le sait, Sinoir a, Sinoir, justement, parlons Sinoir de a lui. visité des otages. Oui, mais ça, c'était il y a était 2 mois. Oui, il y a oui, 3 non, mois, oui, entre-temps. Non, la bande de Gaza est complètement Bouclé. bouclée et Sinoir et Mohamed Def, qui sont les cerveaux Oui. de cette attaque-là, sont à Khan Younes. Ça, on le sait. Et je dirais l'augmentation Oui, des Les attaques. attaques. Des attaques est en fait également aussi un moyen de pression d'arriver à peut-être une libération de quelques otages ou des otages. Mais il ne faut pas prendre, encore une fois, le Hamas pour des imbéciles. Vous comprenez que Pour eux, c'est leur carte. Vous comprenez qu'ils demandent des garanties internationales pour que Tsahal ou Israël cesse les combats. Et quand on donne des garanties internationales au Qatar, à l'Égypte et aux États-Unis, on ne peut pas revenir, on Bien ne peut sûr. pas les violer, car nous ne sommes pas le Hamas. Et vous vous rendez compte, arrêter la guerre aujourd'hui, c'est une défaite totale. Ce serait remettre en danger les populations israéliennes du nord et du sud qui sont toujours pas prêts à revenir et Tout à fait. revivre dans leur région. Et troisièmement, violer ces garanties internationales voudrait dire couper peut-être des relations avec l'Égypte ou alors noircir ou ternir des relations que nous avons avec les États-Unis, qui sont aussi des relations délicates, car si les États-Unis nous aident stratégiquement, militairement, vous savez que les relations entre le président Biden en pleine campagne électorale Tout bientôt à fait. et les États-Unis ne sont pas bonnes. Et ça, c'est un euphémisme. Oui, ça le fait. Tout à fait, j'allais le dire. Alors, cela dit, revenons aux familles qui en ont marre, qui en ont assez. Elles le disent, nous ne voulons plus être gentils. Qu'est-ce qu'elles proposent? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le gouvernement actuel, avec ce cabinet de guerre, pour faire plus pour libérer les otages? Écoutez, elles font énormément. Ben justement, elles font ne dorment énormément. plus. Alors, écoutez, les familles jouent leur rôle. Oui. Les familles, nous n'avons pas le droit, ni l'autorisation de les critiquer, Tout à fait. nous avons juste le droit de les écouter et de pleurer avec eux. Les familles jouent leur rôle parce que quand on voit ces familles, on imagine que chacun de nous aurait pu être Tout à leur place, à leur place, un membre de cette famille, et nous aurions fait la même chose. bien sûr. Et dans leur douleur, nous ne pouvons que nous associer. Et évidemment, c'est même une phrase du Talmud, on ne juge pas une personne dans sa douleur, dans sa souffrance. C'est sûr. Donc elles jouent leur rôle, elles intensifient leurs actions, que ce soit à Césarée, près de la villa de M. Netanyahou, Mhm. que ce soit à la Knesset, où ils sont carrément introduits dans la commission des finances et ont empêché les débats et
le président de la commission a demandé aux gardiens sur place de les laisser exceptionnellement interrompre et bouleverser la réunion dans l'hémicycle. Et à Jérusalem, il y a des tentes qui sont placées près de la maison de Netanyahou, M. Netanyahou, rue Gaza, justement, rue Gaza, à Jérusalem, parce que c'est là où il habite, en semaine en tous les cas. Et les familles jouent leur rôle et elles accomplissent une mission qu'elles doivent accomplir, qu'elles doivent faire. Ceci dit, et ça je le dis encore une fois parce que oui, il faut le dire, je pense. Nous avons le privilège de ne pas être touchés directement de façon familiale, sentimentale par le fait que nous n'avons pas de membres de la famille otages. Nous ne pouvons pas non plus sacrifier Israël pour les otages. Voilà. Nous ne pouvons pas. Entre l'individuel et le collectif. On ne peut pas parce que il y a un objectif à atteindre qui est la sécurité d'Israël. Et avec toute la douleur, la tragédie, je dis ça semble, mais nous ne pouvons pas. C'est plus un dilemme, c'est une obligation. Nous ne pouvons pas accepter la suite de la présence du Hamas au prix de 136 otages. C'est terrible. Alors, ce que je admettons que ce scénario malheureusement puisse se réaliser, c'est-à-dire qu'on va en quelque part sacrifier les 136 ou les 130 otages. Comment sortir la tête haute en ayant effacé le Hamas tout en ayant perdu nos otages? Qu'est-ce qui va se passer, je veux dire, même dans la structure d'Israël? Depuis le début, on évoque le fait qu'il n'y aura pas de victoire d'Israël. Parce que déjà, le Hamas a déjà gagné une victoire le 7 octobre. Mais nous aurons éliminé ou démantelé l'ennemi. Oui. Vous savez que la première guerre du Liban en 82 a amené en fait à l'expulsion d'Arafat et de ses acolytes de l'OLP, c'est-à-dire la direction de l'OLP qui s'était implantée en 70 après Septembre Noir au Liban. Et donc l'OLP a été obligé de quitter le Liban et de se réfugier en Tunisie. Tout à fait. En Tunisie. Donc, d'une manière ou d'une autre, là, il est essentiel, primordial, et là, je rejoins Benjamin Netanyahou, bien que je ne sois pas un grand disciple du Premier ministre, dans ses déclarations lorsqu'il dit « nous devons continuer la guerre jusqu'au bout ». Oui. Et nous devons continuer, l'intensifier, et nous sommes justement témoins de l'intensification des combats. Ceci dit, et là, on a compris quelque chose. Il faut savoir que sur le terrain, la guerre continue, elle progresse de façon positive. Tous les soldats qui sont sur place et les officiers qui reviennent en Israël et qui écoutent la radio, la télévision, la presse, se disent mais quel défaitisme alors que sur le terrain, on avance. Seulement, à ce rythme-là, il faudra peut-être 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans pour contrôler complètement la bande de Gaza. Donc, encore une fois, là, il y a une question de patience. Il faut rester patient. Je ne sais pas si on nous laissera 1 an, 2 ans, 3 ans continuer, mais il faut être patient. Il ne faut pas perdre patience parce que justement, vous savez, j'ai du mal, j'ai beaucoup de substitution au sujet des mouvements qui veulent tout maintenant. Oui. Les enfants veulent tout maintenant. Ils veulent un oui, bonbon, c'est ça, maintenant, oui. Sinon, plus. Alors, il y a des mouvements qui veulent le Mashiach Nao, we want Mashiach Nao, et puis les familles d'otages veulent les otages Archav, maintenant. 3 mois maintenant, tout de même, 3 mois. Non, mais maintenant, c'est maintenant. Oui, mais on sait très bien que ce n'est pas nous qui sommes dépendants de la Bien sûr, des otages. Évidemment. Ce n'est pas nous qui fixons toutes les règles du jeu. Et on sait très bien qu'en face, nous avons affaire à des criminels abominables, barbares, sanguinaires, sauvages, qui n'ont ni foi, ni loi, ni morale, ni éthique, et qui profitent justement de nos faiblesses pour essayer de nous affaiblir encore plus. Alors, je dirais quand même une chose. Si on doit rester 1 an, 2 ans, 3 ans pour essayer de bouleverser complètement la puissance du Hamas, que pensez-vous si le Hezbollah rentrait dans la danse? Ça serait une façon comme une autre de faire gagner le Hamas. Parce que nous, en tant qu'armée, même si on dit oui, il n'y a pas de problème, nous serons sur tous les fronts, il y a peu de chances d'être aussi efficace à Gaza, en même temps sur Hezbollah, et en même temps en Cisjordanie, et on ne parle pas des Houthis, et on ne parle pas de l'Iran. D'un autre côté, si nous arrivons vraiment à démanteler le Hamas, le Hezbollah comprendra que son combat, c'est-à-dire continuer à lancer des roquettes, n'a plus aucun sens puisque la guerre sera finie. Pour l'instant, et à l'heure où je vous parle encore une fois, parce que tout peut changer, oui, tout à fait. Ce que je dis maintenant peut être complètement caduque dans 48 heures ou dans 24 heures. Pour l'instant, la situation actuelle, à l'heure où nous parlons,
et que le Hezbollah n'est pas intéressé à une guerre, un conflit généralisé avec Israël. Le Hamas disait la même chose, vous le savez. Oui, mais dans les faits, dans les actes et dans les tirs de roquettes, c'est pour l'instant ce qui s'avère. Je dis pour l'instant, Ouais, je c'est l'ai ça. bien dit. J'ai bien dit que mes paroles Oui, sont actuelles au moment où je parle. tout à fait. Et Israël réagit de plus en plus d'ailleurs force et commence aussi une opération de ciblage. Hein. Elle a, bien qu'elle ne le reconnaît pas officiellement, elle a tué des responsables non seulement du Hezbollah mais iraniens, et elle continue. Oui. Et donc les opérations ciblées coûtent très cher et font très mal et à l'Iran et au Hezbollah aussi. Donc tant que le conflit ne monte pas, je dirais, d'intensité de la part du Hezbollah, pour l'instant, le projet de guerre n'est pas encore une éventualité proche. D'accord. Et il me semble que lorsque le Hamas sera réellement, je dirais, anéanti et annihilé, il se peut que le Hezbollah comprenne que tout compte fait maintenant, le combat ou continuer la lutte n'est plus utile. n'est plus nécessaire. Bien. Eh bien, écoutez. Ceci dit, il faudra évidemment une bande de sécurité de plusieurs kilomètres pour éloigner ce qu'on appelle la force Radouane, la force armée du Hezbollah, qui s'était approchée de la frontière. Oui, c'est ce qui a été demandé. Et ça, ils ne l'ont pas respecté. Et ça, évidemment, ça n'a jamais été respecté. Tout à fait. Et cette résolution 1710 de l'ONU devra être non seulement appliquée et respectée, et sinon, je pense qu'Israël devra utiliser la force aussi pour la faire respecter. Bien, écoutez, David Shapira, ravi de vous avoir encore à l'antenne et je pense qu'on a éclairé beaucoup de choses pour nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Écoutez, je souhaite qu'on arrive rapidement à nos objectifs que nous nous sommes fixés, je parle au nom de l'État d'Israël, et nous puissions retrouver l'ambiance et au moins l'atmosphère qui règne en Israël jusqu'au 6 octobre. Bien, merci beaucoup pour ces paroles optimistes et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir le vivre, cet ancien Israël dans le nouveau Israël. Amen. Merci, shalom. Merci beaucoup, shalom.